Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo nouveauté de l'année avec les nouveautés du 4e trimestre. Je vais la filmer avant la fin du mois de décembre tout simplement parce qu'il y a tellement peu de nouvelles choses qui sortent ce dernier mois que je me suis dit que c'était pas grave si j'avais un petit peu d'avance. Normalement il n'y a pas de surprise qui sera faite d'ici là. Un très gros mois d'octobre avec pas moins de 13 nouveautés qui m'a intéressée et après ça s'est vite calmé parce que seulement 3 nouveautés du mois de novembre m'ont tapé dans l'œil et seulement une en décembre et encore c'est pas vraiment une nouveauté donc ça compte mais pas tellement. Et du coup je vais bientôt pouvoir vous faire un top de toutes les nouveautés de l'année 2024 et franchement il y a quand même de belles pépites et je me rends compte que j'en ai acheté beaucoup de nouvelles séries sont venues enrichir ma mangatech. J'ai peut-être un petit peu abusé mais bon il y a du très bon dans le lot donc je me rassure comme ça. En tout cas, en termes de nouveautés du mois d'octobre, on commence le 2 avec Aux côtés du dieu loup, actuellement en cours avec 2 tomes au Japon, édité chez Doki Doki. Dans un petit village semblable à ceux du Japon ancien, un petit garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand dieu loup. Les villageois espèrent ainsi retrouver les faveurs célestes de ce dernier pour qu'il mette un terme à un hiver interminable. Mais plutôt que d'être dévoré par la divinité, le petit garçon va trouver en celle-ci un très précieux compagnon, lui révélant peu à peu les pouvoirs qui dorment en lui. C'est l'histoire de 2 êtres fantastiques et jusqu'ici très solitaires, dont l'association et le voyage qu'ils entreprendront vont soigner leurs blessures et celles du monde. Je trouve ça très mignon, très poétique. La couverture donne grave envie, je trouve, de s'intéresser déjà au titre. Et mine de rien, il y a pas mal de gens que je suis sur Instagram qui ont reçu le kit presse du manga, tout simplement. Et ça m'a vachement donné envie. Franchement, je trouvais les visuels vraiment très beaux et très attractifs. Donc, à voir ce que ça donne. On continue le 2 avec Barbarian Quest qui est d'un tout nouveau éditeur qui s'appelle K-Dreams qui est une filiale de quelque chose qui s'appelle Fan Abyss Styles, je crois, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas non plus masse renseignée sur le sujet. En tout cas, c'est un webtoon qui est déjà terminé avec 100 chapitres, donc ça devrait être assez rapide en termes de publication papier. Et encore une fois, je trouve le visuel claque de fou et ça me changerait des lectures que j'ai habituellement. Donc c'est ça qui m'a attirée. Je me suis dit déjà de 1, ça claque et de 2, un nouveau style de webtoon. Voilà, des webtoons que j'ai pas forcément l'habitude de lire. La chaîne de Montagne Céleste est un lieu de repos pour les âmes des défunts et les vivants ne sont pas autorisés à le traverser. Tout le monde croyait à cela dans la tribu d'Uric. Or, après une embuscade par des soldats étrangers, Uric est amené de l'autre côté de la chaîne de montagne. Une fois ses adversaires tués, le jeune guerrier fait le choix de ne pas rentrer chez lui afin d'en apprendre plus sur ce nouveau monde, différentes cultures, diverses techniques de combat et une technologie bien plus avancée. Uric, un barbare du Nord qui ne comprend pas un mot du langage impérial, se met alors en tête de devenir le plus puissant des guerriers. Donc ça a l'air d'être quand même de la grosse baston, mais ce qui m'attire le plus dans ce titre, c'est vraiment les différences culturelles qui ont l'air d'être mises en avant. Donc ça a l'air d'être quand même intéressant. Encore le 2 est toujours chez K-Dreams, mais cette fois avec COP ou Court of Puppet, qui est également un webtoon, mais cette fois encore plus court parce qu'il est terminé en seulement 44 chapitres. Donc je pense que ça va faire quoi, 2-3 tomes grand max. Seo Woojin, inspecteur de police talentueux mais aux méthodes controversées, a été mis à pied. Sa seule façon de retrouver son poste est de former un COP, un androïde de combat à intelligence artificielle. Il se retrouve mêlé à une enquête sur l'exploitation illégale d'une nouvelle source d'énergie, l'Aphorinum, entre bandits policiers et politiques qui sont les réels criminels. C'est un peu un titre qui me fait penser à Psycho-Pass, qui est un manga que j'adore vraiment beaucoup, donc j'ai vachement envie de lui laisser une chance. D'ailleurs, c'est lui que j'ai repéré en premier, et quand j'ai vu que c'était une nouvelle maison d'édition, j'ai regardé ce qu'il faisait d'autre, et c'est là que je suis tombée sur Barbarian Quest, parce que pour le coup, lui, je l'avais pas vu passer. Et on termine les nouveautés du 2 octobre avec Songe d'une nuit ambrée de chez Soleil Manga, qui n'a rien à voir avec les autres, et on est cette fois sur un titre en cours avec 7 tomes au Japon. Nana, lassée du peu de reconnaissance qu'elle obtient pour son travail, entre un jour dans un izakaya appelé l'ours polaire. Elle ne se doute pas qu'elle va y découvrir un univers qui va changer son existence, celui des bières artisanales. Elle va alors partager ses compétences avec Tetsuo, un jeune photographe, pour aider le propriétaire de l'établissement, Ryuji, à trouver sa clientèle. C'est exactement le titre que je kiffe parce que c'est du tranche de vie, il y a de la bonne nourriture, il y a de la bonne boisson, et c'est exactement ce qui me plaît dans par exemple Solo Camping for Two,
C'est vraiment le style d'œuvre qui me plaît. On retrouve aussi un petit peu cette vibe d'un couteau et piment vert. Voilà, dès qu'il y a un peu de nourriture, je sais pas, ça m'ouvre l'appétit, ça me donne envie, ça me fait un peu penser aussi à Glouton et Dragon par exemple. Enfin voilà, que des titres que je surkiffe, donc c'est vrai que ce titre me fait très envie, et d'ailleurs je l'ai déjà acheté, donc je vous ferai un retour peut-être un peu plus précis dans ma vidéo achat. On enchaîne avec le 9 octobre avec la sortie de Fallen Zeus chez Nobinobi, qui est actuellement en cours avec 4 tomes au Japon. Il y a 2500 ans, au cœur de la Grèce, l'âme du dieu Zeus, omniscient et omnipotent, a été emprisonnée par ses propres enfants, Apollon, Athéna, Arès et Artémis, afin de protéger le monde de sa conduite tyrannique et arrogante. Condamné à se réincarner pendant 1000 ans dans le corps d'être humain, Zeus partage désormais son enveloppe charnelle avec Tiet, un jeune esclave égyptien. Mais lorsque la vie de Tiet vient à être menacée, le sceau de sa prison millénaire se brise et l'âme de Zeus est enfin libérée. L'Olympe est-elle prête à affronter le retour de son dieu suprême? Alors les dessins font assez enfantin, donc en fait je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que c'est plus quelque chose dans la comédie finalement, peut-être humoristique, j'avoue je sais pas du tout. Mais le visuel m'a donné envie, et c'est vrai que j'aime beaucoup la mythologie grecque, c'est notamment pour ça aussi que j'adore Lore Olympus, même si c'est totalement dans un autre style, donc j'ai envie de lui laisser une chance. Toujours le 9 octobre, on a Les Enfants de l'Empire qui sont sortis, qui est du coup un one-shot et qui s'apparente plus à une BD, j'ai l'impression, qu'à un manga. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu quand j'ai vu le format, et c'est sorti chez Delcourt Tonkam. Héritier de la noblesse coréenne déchue, Jun Seomun. Alors, je vais sûrement massacrer tous les prénoms et noms coréens, c'est vraiment pas ma came, je sais pas prononcer. Jun Seomun et sa mère sont sauvés de la misère par Monsieur Jo, riche marchand de Gyeongsung, anciennement Séoul. Alors que sa mère entre au service de la famille Jo, Jun grandit aux côtés d'Arisa, fille unique de la famille. Si Jun est élevée par sa mère selon des principes traditionnels, Arisa est, de son côté, une jeune fille moderne, ouverte à la culture occidentale et japonaise. Au fil de la relation des deux jeunes gens qui se déploient, ce sont deux Coréens qui se côtoient, celle de la tradition genrée et corsetée, et celle de la modernité influencée par le soft power occidental et l'occupant japonais, celle de la campagne et de la ville. Ça a l'air très mignon, ça a l'air très touchant, ça se passe dans une période qui est très compliquée pour la Corée vu qu'ils étaient occupés par le Japon, et du coup je pense qu'il pourrait y avoir des thématiques très intéressantes abordées dans cette lecture. Le 16 octobre, une sortie que vous n'avez pas pu rater, c'est impossible tellement il y a de la pub absolument partout, jusque dans le métro. Alors oui, ça c'est pour les Parisiens. Il y a Les Noces des Lucioles de Oriko Tachibana qui est sorti chez Glénat, qui est un manga actuellement en cours en 5 tomes au Japon. C'est notamment Mademoiselle Soso qui fait très bien la propagande de cette série et qui est franchement réussie. Durant l'ère Meiji, Satoko, une jeune femme issue d'une famille prestigieuse, est atteinte d'une maladie au cœur. Les médecins ont estimé qu'elle aura une faible espérance de vie. Afin qu'elle puisse vivre heureuse, son vieux père fait tout son possible pour la marier à quelqu'un qui prendra soin d'elle. Un jour, Satoko est kidnappée par des bandits qui ont été engagés pour la tuer. Afin de survivre, elle propose à Goto, un homme dérangé et assassin de légende, de se marier à lui. S'ensuit alors une histoire d'amour hors du commun. Le synopsis me faisait déjà très envie, mais c'est vrai qu'après toute la pub que j'ai vue, et notamment, je le répète encore une fois, mais allez voir la vidéo de Mademoiselle Soso qui parle justement de ces deux titres, que ce soit sur le Glénat Live, ou même sur une vidéo assez récente qu'elle a sortie le 25 novembre, je crois à peu près, sur les codes des shoujo. Elle parle de ce titre-là, ainsi que de l'autre titre de l'autrice qui s'appelle Promise Cinderella. Alors Promise Cinderella m'a moins fait envie sur le papier, mais je me suis quand même procuré les deux mangas, et j'ai hâte de vous en reparler plus en détail. En tout cas, je comprends pourquoi on parle autant de cette autrice. On continue le 16 octobre avec la sortie de Monster Maid de chez Soleil Manga, actuellement en cours avec 5 tomes. D'ailleurs, je me demande si c'est pas fini en 5 tomes. Faudra que je vérifie l'info. Sumiri, une Nekomata, travaille comme servante pour une collectionneuse fortunée dans le monde des démons. Elle va faire la connaissance d'Ivy et Rose, deux autres femmes de ménage un peu spéciales qui sont en réalité au service du grand frère du roi des démons. Elles vont alors faire équipe afin d'aider ce dernier à récupérer ses pouvoirs et surtout le trône. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé le synopsis assez original. On va suivre des femmes du coup qui sont des démons, qui essayent de faire un peu un jeu de pouvoir. J'avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre concernant ce titre, donc je suis vachement curieuse en fait de voir ce que ça donne.
Un petit manga français sorti le 16 chez Pika, il s'agit de FreeQuest qui est scénarisé par Romain Lemaire et dessiné par un autre auteur dont j'ai pas le nom, je suis désolée. En tout cas, la couverture me faisait pas mal envie et puis j'en ai entendu des bons échos, c'est ça qui m'a convaincue de le placer sur cette wishlist nouveauté. La quête dont tout aventurier rêve. Notre histoire commence avec la jeune Tena, apprentie bretteuse et habitante de Little Island, une île bien trop étroite pour sa témérité et sa soif de découvrir le monde. Une envie irrésistible de se rendre sur le continent ne la quitte pas, et un mystérieux garçon errant qu'elle sauve in extremis du danger pourrait bien être son premier compagnon d'aventure. Mais ils devront se méfier du cruel roi Mimas, véritable menace pour tout espoir de liberté. Ça a l'air d'avoir un côté assez enfantin, mais c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Par exemple, Wakfu, on pourrait croire que c'est enfantin et au final ça l'est pas du tout, malgré le style de dessin, donc j'espère que ce sera peut-être dans la même veine. On enchaîne avec le 23 octobre la sortie de Hades ou Les Noces de l'Enfer, qui est une sortie Pika Édition et qui sera terminée en seulement 3 tomes, donc une petite série, ça fait toujours du bien. Le célibataire le plus endurci de l'Olympe va devoir se trouver une épouse. Hadès, l'implacable seigneur des enfers, est de retour dans son domaine, mais les yeux bandés et avec une flèche plantée au beau milieu du front. Celle-ci a été décochée par Eros et elle le rendra amoureux de la prochaine personne dont il croisera le regard. Mais Hadès, au tempérament glacial et au sérieux inébranlable, n'a pas l'intention de livrer son cœur à qui que ce soit. Ce dieu tant redouté s'engage à exaucer le souhait de quiconque parviendra à lui ôter sa flèche. C'est alors que Corée, déesse du printemps, tombe sur lui. Bien sûr, c'est une histoire qui est très classique. L'histoire de Hadès et de Corée, alias Perséphone, est très très connue, a été revisitée des centaines de fois. D'ailleurs, j'en ai parlé, par exemple, de l'Or Olympus tout à l'heure. On est totalement dans le même style d'histoire. Mais ça a l'air un peu plus léger peut-être que l'Or Olympus. Ça n'a pas l'air graphiquement du tout pareil, donc j'ai envie de voir ce que ça donne comme autre histoire romantique. Ça a l'air très sympa. Un titre qui change pas mal de ce que j'ai l'habitude de lire encore une fois, on est sur le 24 octobre, la sortie de Loser, chronique d'un magazine légendaire qui sera une série terminée en 3 tomes de chez Akata. 1965 au Japon, à cette époque, le manga est encore considéré comme un loisir pour enfants, mais au sein d'une petite maison d'édition installée à l'étage d'un miteux bâtiment en bois, des hommes se réunissent pour tenter de donner naissance à un nouveau type de manga. Fumito Bunshin Shimizu, rédacteur en chef du magazine Manga Story, repêche le premier numéro d'un fanzine amateur dans la poubelle. L'un de ses créateurs, Kazuhiko Kato, sera connu plus tard sous le pseudonyme de Monkey Punch. Le destin se met alors en marche. C'est un titre totalement autobiographique, tout simplement d'un peu du premier magazine Jump, on va dire, qui est sorti. Alors c'est pas un Jump, hein, c'est juste pour vulgariser que j'utilise ce terme. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les mangas, je sais que Osamu Tezuka est considéré comme le papa du manga, mais je suis pas plus au fait de comment le manga s'est développé dans le pays nippon. Du coup, un titre comme ça pourrait être assez intéressant, tout simplement pour ma culture, voilà. Ça me donne juste envie d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé et comment le manga a pu autant exploser partout. On termine le mois d'octobre avec 2 sorties, le 30, qui sont toutes les 2 des sorties K-Books. Avec tout d'abord Ne m'oublie pas, qui est un webtoon terminé en 115 chapitres. Après avoir été dans le coma, Chang Yan mène une vie ordinaire jusqu'à ce qu'elle rencontre un jour l'esprit d'un bel homme riche qui l'avait aidée. Ce qu'il veut en retour, cohabiter avec elle pour découvrir le mystère qui se cache derrière son accident. C'est très court, c'est très concis, la couverture est jolie mais sans plus, j'avoue c'est vraiment le côté un peu mystère de son amnésie qui me donne envie, surtout que j'ai cru voir en tag sur Naughty John que c'était un truc enquête, donc mystère, policier, moi c'est tout à fait le style d'histoire que j'adore, donc j'ai envie d'essayer cette série. Et du coup leur autre titre est un one-shot qui s'appelle L'autre moi du miroir, qui pareil a l'air d'être plutôt un thriller cette fois, voilà, ça a l'air d'être un thriller un peu psychologie. Sung Yeon tombe enceinte. Lorsqu'il l'apprend, son beau-père la frappe violemment. Dans une lutte pour se défendre, elle le poignarde. Paniquée, elle remarque un phénomène étrange dans le miroir de l'entrée. De l'autre côté de la glace, son beau-père est encore en vie. Donc il y a l'air d'avoir un peu une histoire surnaturelle, un peu un parallèle avec 2 mondes qui sont distincts et qui sont séparés par un miroir. Donc à voir un peu ce que ça peut donner, mais comme j'aime beaucoup les thrillers, franchement ça me donne quand même grave envie. Mais c'est dommage parce que la couverture, je la trouve pas folle, ça donne pas des masses envie de s'intéresser au titre malheureusement.
On démarre le mois de novembre avec le 6, la sortie d'un autre webtoon qui cette fois est Délusion de chez Coda, qui est terminé en seulement 60 chapitres, donc encore une fois une série plutôt courte. Et il n'était pas particulièrement sur ma wishlist, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur les réseaux qui du coup m'ont fait la rajouter à cette wishlist. Dans les années 1940, à Gyeongsong, l'ancien nom de Séoul, un peintre sans renom reçoit une étrange commande, peindre le portrait d'une femme de 70 ans. Cependant, en arrivant chez la cliente, il découvre une femme semblant avoir la vingtaine. Sa demande est des plus curieuses, elle souhaite qu'il imagine et dessine à partir de son visage actuel ce à quoi elle ressemblerait à 70 ans. Mais en explorant la demeure, il découvre des traces des précédents artistes ayant tenté de peindre le même portrait, ainsi qu'une collection de toiles montrant la jeune femme à différentes époques, toujours aussi jeune. Intrigué, il trouve finalement un message laissé par un ancien peintre « Ne termine jamais le portrait ». On est encore une fois dans un petit thriller, apparemment ça va aussi parler de vampires. La couverture pour le coup fait vachement envie, donc c'est un titre que c'est quasiment sûr que je vais me procurer, surtout que j'ai eu un énorme coup de cœur pour une nouveauté Coda récemment, donc ça me donne envie de découvrir un peu plus leur catalogue. Le 13 novembre, c'est cette fois Planétarium Ghost Travel qui est sorti chez Rue de Sèvres, qui m'a vachement donné envie dans leur catalogue Renard Doré. C'est actuellement en cours avec 4 tomes au Japon. Ça ne m'avait pas trop donné envie parce qu'il faut savoir que je suis pas très fan de tout ce qui se passe dans l'histoire, tout ce qui va être les films interstellaires, etc. Dès que c'est dans l'espace, ça a tendance à me refroidir, mais l'univers a l'air très beau, a l'air très poétique, et je me dis finalement pourquoi pas me laisser tenter par ce titre. L'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303, le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planétarium Ghost Travel. Chargé de visiter les planètes endormies où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil, il rencontre au fil de son périple les derniers êtres humains qui, confrontés à la perte de leurs proches, tentent de surmonter cette solitude. Sa mission est de préserver les mémoires de chacun et à travers elles, le souvenir d'un monde en plein bouleversement. Donc comme je vous ai dit, ça a l'air très poétique, ça a l'air très mignon, j'aime beaucoup les histoires un peu dramatiques, vous l'aurez vu peut-être dans ma dernière vidéo où je présente mes petites séries courtes, c'est vrai que j'ai beaucoup de séries courtes, très dans le sujet du deuil, dans ce genre de sujet un peu dur, et je retrouve quand même cette vibe dans le résumé, donc à voir ce que donne ce titre. Et on termine le mois de novembre avec une sortie de chez Naban qui s'appelle Heure, portrait de femme, qui est du coup un one-shot. Une femme qui cherche à être appréciée et aimée, une coiffeuse qui a peur de vieillir et mourir seule, une femme lesbienne aux cheveux grisonnants, une lycéenne qui craint de ne pas être normale, une employée de bureau traumatisée par l'infidélité de sa mère, une femme qui déteste les femmes. Découvrez le portrait de plusieurs femmes plus ou moins liées dans leur quotidien. Le résumé est très simple, mais comme je vous l'ai dit, j'adore les petites séries courtes qui parlent un peu des problèmes de la vie en général, voilà, des styles de vie différents, donc ça pourrait totalement être ma came. Et on termine cette vidéo nouveauté avec la sortie le 2 décembre d'une réédition de Demon Wars. Je n'ai pas le nom de l'éditeur, mais en tout cas ça a l'air d'être un one-shot. J'avoue, j'ai juste craqué sur la couverture qui m'a donné vachement envie parce qu'il y a cette yokai qui est mis en premier plan. Et apparemment, l'inspiration de l'auteur, c'est Marvel. Voilà, c'est l'univers Avengers de Marvel. Donc j'avoue, j'ai envie de voir ce que ça donne, un Marvel à la sauce japonaise, ça pourrait être sympa. En tout cas, pour la petite histoire, bienvenue dans une dimension peuplée de créatures fascinantes. Un samouraï à l'armure vivante, un individu ailé portant un masque de faucon, un mystérieux homme-panthère et un monstre rouge à l'appétit féroce, Mariko Yashida se trouve au milieu d'une guerre entre ces créatures. Devra-t-elle choisir son camp ? Voilà, j'en sais vraiment pas plus, je me suis pas renseignée plus que ça sur l'ancienne édition ni rien. Donc je verrai juste pour le feuilleter, je pense en librairie et voir s'il m'attire plus que ça. J'avoue, j'ai mis un petit doute quand même sur ce titre parce que je suis pas certaine que je sois le public visé ou même que je sois à même d'apprécier cette œuvre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lire pour se faire un avis. Voilà qui conclut cette vidéo nouveauté du 4e trimestre, qui est donc le dernier de l'année. Il est beaucoup plus court que les autres, j'ai l'impression, même si en vrai j'ai pas fait de comparatif. En tout cas, ces vidéos m'ont permis de faire de très belles découvertes, j'espère que vous aussi. On se retrouve vite pour une prochaine nouveauté, et surtout,
on attaquera bientôt l'année 2025 et on verra toutes les nouveautés qui nous attendent. Il y en a déjà beaucoup sur ma wishlist. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!